On va passer la parole là maintenant, donc il va falloir faire circuler le micro si vous voulez bien, et puis vérifier, peut-être que je vérifie si Nathalie Perrin, en santé sécurité, sur un double périmètre glissant est très important, à la fois parce qu'il fallait qu'il soit plus visible, mais qu'en même temps ils bossent absolument comme des malades, l'exemple de RTE. Et donc on a représentant finalement la maison RTE. Voilà. Thibaut, si tu peux mettre la caméra sur lui, ça sera très très bien. Et je pense que Nathalie sera globalement à distance. Voilà, il faut... Merci, je rejoins ce que disait Mme Forestier sur l'invitation. Merci de nous avoir invités à cet événement. Nous, ce qu'on pouvait vous dire sur RTE, donc Réseau de transport d'électricité, c'est 10 000 personnes qui, en amont d'Enedis, que tout le monde connaît peut-être un petit peu plus que RTE, mais en amont d'Enedis, nous, on est en charge d'apporter le courant, l'électricité à travers notre réseau de transport. Et donc, on a 10 000 collaborateurs qui travaillent pour maintenir le réseau, le construire et l'exploiter. Voilà, ça c'est la photo. Ce qu'on a fait pour les JO. Pourquoi d'ailleurs on s'est mobilisé pour les JO? Tout à l'heure, Bernard Thibault parlait quelque chose d'assez innovant en matière sociale. Et bien en matière énergétique, c'était aussi innovant. Pourquoi? Parce que la candidature de Paris 2024, qui avait certes une charte sociale, mais il y avait aussi un enjeu électrique fort, puisque la candidature de Paris 2024, c'était une candidature, je dois dire, plus verte, bas carbone, qui signifiait que les réseaux électriques étaient en première ligne par rapport à ce qui se faisait avant. Donc tous les événements que vous avez pu connaître, les Coupes du Monde du rugby, les grands concerts, tout ça c'était sur groupe électrogène, donc c'était vraiment isolé et donc autonome, avec le réseau en backup si jamais il y avait un problème. Là c'est totalement l'inverse, c'est le réseau en première ligne et éventuellement sur des points particuliers du groupe électrogène, donc des rejets, CO2, etc. Donc la candidature de Paris 2024 là-dessus, c'est dans son ADN, un ADN social, un ADN aussi environnemental, qui nous obligeait à faire en sorte que l'on s'organise pour que l'année de l'énergie se fasse dans de bonnes conditions. Et pour ça, donc il fallait travailler de manière très étroite avec Enedis, bien sûr, mais, je vais y revenir, on avait aussi un enjeu fort sur tout ce qui était préparation du village olympique, et on a pas mal bossé avec la Solidéo sur ces sujets, et donc on a évidemment adhéré à la charte sociale, environnementale sur ces sujets-là, et on a tenu les objectifs, puisque en amont, il fallait qu'on prépare le terrain. Là où il y avait le village olympique, c'était à l'époque, sur Saint-Denis, un site très industrialisé, puisque historiquement, vous avez des centrales thermiques qui étaient là, qui alimentaient Paris. Tout ça a été effacé depuis longtemps. Pour autant, nous, on avait toujours nos ouvrages électriques. D'ailleurs, EDF a son siège, enfin, une partie de son siège technique à Cap-en-Terre, RTE a son dispatching à Saint-Denis, et donc on avait effectivement aussi des ouvrages électriques qui étaient présents, mais qu'il fallait effacer pour permettre la construction du village olympique et l'accueil des 15 000 athlètes pendant la période JO. Donc sur les petites diapos là, qui sont à l'écran, on voit bien qu'on avait l'obligation d'effacer 4 lignes 225, donc c'est quand même des pylônes de 45 mètres de haut avec des gros câbles qui fracturaient un peu Villeneuve-la-Garenne aussi, qui était en prolongement du village olympique et qui était aussi sur une partie du village olympique où la Solidéo a construit à la fin la place olympique, l'Olympic Plaza, où on a effectivement travaillé sur ces problématiques. Donc ça a été un enjeu très fort d'être au rendez-vous. En fait, le pilotage par le planning, on n'avait pas le choix. C'est-à-dire que tout le monde devait se mobiliser pour avancer. Et c'était un chantier assez inouï parce qu'on n'a pas l'habitude dans les réseaux de construire des tunnels à 50 mètres de profondeur sur 2,5 km le long de la Seine, en contrôlant finalement les coûts et les délais pour pouvoir permettre à la Solidéo, à la fin, de récupérer les emplacements pour pouvoir construire le lot. Et ça a été un travail important puisqu'on a intégré évidemment tous les préceptes de la charte sociale pour pouvoir accueillir des compagnons qui travaillaient sur ces sujets-là et faire en sorte que le petit guide dont vous parliez, évidemment, nous l'avons eu aussi, et donc pour tenir les objectifs d'hygiène, de santé, de sécurité et d'environnement, puisqu'on a promu aussi dans le cadre de ce chantier-là tout ce qui était un peu made in France, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'équipements qui ont été nécessaires pour la construction de ce tunnel qui ont été faits en France ou en Europe. Et toute la problématique de retour à l'emploi de certaines populations éloignées, on était sur le territoire de la Seine-Saint-Denis, qui était une politique qui a été parfois longtemps
un département qui était longtemps parfois malmené par les politiques publiques, voire négligé. Là, c'était vraiment un focus sur ce département. Et quand on parle d'héritage ou de fruits, là, ça a été typiquement un enjeu fort qui a pas mal motivé aussi l'entreprise pour se dire il y a les JO, mais il y a aussi l'héritage territorial. C'est-à-dire que souvent, dans les Jeux Olympiques précédents, on construit le village et puis après ça part en lambeaux et on s'en occupe plus. Là, c'était aussi caractéristique particulière de la Solideo, c'est qu'on construit, mais il faut que ça dure. Et que ça soit au bénéfice des territoires. Parce qu'on a quand même pas mal enquiquiné les habitants autour avec ce chantier qui a duré longtemps, etc. C'était quand même assez réduisant, comme tous les chantiers, mais là c'était quand même assez puissant. Et à la fin, l'idée c'était de faire bénéficier, et ça fait partie de l'acceptabilité de ce genre de projet, bénéficier les habitants, les riverains et les gens de la Seine-Saint-Denis de tous les équipements qui ont. Ça a été vrai sur les Jeux Olympiques. On a eu aussi, parce que c'est une vision aussi nationale, les JO, ça a été pas mal de métropoles régionales, on a été aussi mobilisés sur ces sujets. Donc on a, sur cette dominante-là, en matière d'hygiène, de santé, de sécurité et d'environnement, eu une mission particulière. Parce que la mission particulière de RTE, c'était, ok, il fallait faire en sorte que l'on sécurise l'alimentation des JO pour les jours J. Donc on se prépare 4 ans à l'avance, c'est comme sportif. Mais aussi, il fallait continuer à assurer notre mission première de satisfaire l'ensemble des Français en matière d'alimentation et d'électricité. C'est-à-dire qu'on ne va pas déshabiller le reste pour seulement les JO. Ça fait partie de l'acceptabilité aussi. Et ça fait partie aussi de la motivation des salariés et des sous-traitants qui étaient amenés à nous accompagner sur ces sujets. Donc, typiquement, ce qu'on a pu faire, donc on a préparé le terrain sur les Jeux Olympiques, et puis après, on est rentré sur le terrain. C'est-à-dire qu'une fois que les JO ont démarré, et en amont de ça, il a fallu quand même qu'on se prépare pour faire en sorte qu'on soit au rendez-vous, pour garantir l'alimentation. C'est pas du tout d'avoir vérifié les 4500 équipements, les 400 km de ligne en amont. Il faut après qu'on ait des bonnes personnes. On a eu le Covid aussi, hein, comme vous. Quand on construit un tunnel ou des problèmes de confinement avec le Covid, c'était un peu compliqué. Mais on a réussi. Et ça s'est plutôt bien passé. Après, ce qu'on a eu comme sujet, c'était effectivement, pendant les JO, de faire en sorte que l'on mobilise nos salariés, bien entendu, certains sous-traitants, par du gardiennage, parce qu'il y avait un sujet de maîtrise, d'accélérage de tout ce qui était acte de malveillance, c'est qu'il fallait sur les endroits un peu clés pour nous au niveau électrique, faire en sorte que ça soit sécurisé. Et là aussi, on s'y est pris très tôt avec des entreprises qu'on a sélectionnées, dans lesquelles on avait la garantie que les salariés étaient sous CDI, important dans le gardiennage pour éviter un peu des tentations particulières. Et on a aussi fait en sorte que les salariés soient mobilisés assez en amont pour qu'ils aient une visibilité, parce que les JO, ça se passe pendant l'été, à la charnière juillet-août et août-septembre. Pas toujours un calendrier favorable, parce que tout le monde veut prendre l'avant. Là, l'événement était tel, puis je pense que dans une carrière, participer à ça, c'était quand même aussi assez ému, c'est tous les 100 ans, hein, si on regarde le calendrier. Donc quelque part, le côté j'y étais a pas mal joué sur la mobilisation. Alors il y a eu un accompagnement RH naturel, normal, une coordination avec d'autres opérateurs publics aussi pour voir un peu comment on allait s'y prendre. Mais globalement, ça a été quelque chose d'assez enthousiasmant pour ceux qui ont pu y participer. Donc on a l'habitude de la gestion de crise, en général, on sait faire. Marie qui est là pour témoigner. Mais là, si vous voulez, c'était pas une crise. On savait qu'il y avait un événement international important sur lequel tout le monde allait nous regarder, alors nous RTE bien sûr, mais tout le monde qui participe au phénomène énergétique, et qui faisait que si on n'était pas au rendez-vous, ça allait être une catastrophe. Donc c'était la motivation aussi par l'événement. Et on a eu la chance d'avoir aussi l'entreprise qui sponsorisait des athlètes. Donc on a des athlètes en judo et en paralympique. Donc on a sur les deux tableaux eu des athlètes qui étaient mobilisés là-dessus. Et il y a eu aussi une incarnation, si vous voulez, pour les sportifs que RTE soutenait, de l'événement. Ils sont venus chez nous, dans nos différents sites, à la fois dans les sites techniques comme dans les sites plus corporate. Ça a été vraiment un moyen de confronter les univers, de montrer qu'eux ils se préparaient depuis 4 ans, mais nous aussi. Eux, ça leur a permis de comprendre aussi comment ça fonctionnait, parce qu'ils n'avaient pas conscience de tout ce qui était mis en place. Parce que le sujet, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, c'était de dire, il ne faut pas qu'on parle de RTE. Parce que ça veut dire que ça marche. On n'en est pas large. N'oublions pas qu'on était dans une ambiance de géobashing au départ. On n'y arrivera pas, on n'est pas bon, de toute façon ça marche jamais. Plus la merde de la SNCF le premier jour. Le premier jour, sabotage SNCF, on s'est dit, qui sont les prochains? Alors là, ça a été aussi quelque chose d'assez important à mettre en place. Donc on s'est tous mobilisés pour que ça se passe bien. Notre objectif était qu'on ne parle pas de RTE. Et ça aussi, c'est un peu particulier dans la relation avec les salariés, c'est de les motiver pour participer à un événement dans lequel on n'en parle pas trop.
parce qu'on n'était pas partenaire olympique comme l'a pu être Enedis ou la SNCF et RATP. Donc il y avait une petite frustration aussi, mais quand même, à la fin, il y a eu quand même des commémorations, des célébrations qui ont fait que tout le monde a pu s'y retrouver. Donc ça a été des sujets assez intéressants de s'y prendre 4 ans à l'avance, comme les sportifs, je l'ai évoqué. Et on a fait des accompagnements RH, formation, hygiène, sécurité, tout ça, ça se passe aussi dans le respect des règles. Donc il y a eu un fort dialogue social en interne des institutions représentatives, les personnes ont été mobilisées à chaque jalon clé pour pouvoir expliquer comment s'y prenait, que ce soit en amont des JO ou pendant les JO. On a eu effectivement des sujets sur les accréditations, c'était particulier. C'était assez compliqué à Paris 2024, un petit peu spécial. Mais globalement, on a eu quand même un événement réussi du point de vue interne, qui a renvoyé une image à l'interne pour les salariés très favorable. La confrontation avec les sportifs qui ont été médaillés en plus. Donc on était vraiment tous ravis que tout se passe bien jusqu'à ce point-là. Et donc on a pu là-dessus permettre en fait à l'entreprise et aux salariés mobilisés de grandir sur des événements particuliers de grande ampleur, acquérir de la confiance aussi, parce qu'on en a un qui nous attend en 2030, qui sera effectivement sur le même les JO 2030, et on a effectivement cette problématique d'être au rendez-vous là aussi, mais on a acquis un peu de confiance, on est toujours aussi enthousiaste, et c'est ça qui est fort au sein de l'entreprise, de dire on a fait 2024, on va pouvoir faire le reste, maintenant c'est bon, on a compris. Voilà. Merci Thibaut.